C'est un plaisir de vous parler, d'être avec vous au début de ce mois sacré pour discuter effectivement avec vous, échanger, partager et surtout vous souhaiter, comme je l'ai dit au début, bon Ramadan. Inch'Allah, kull aam wa antum bi khair. Barakallahu آمين fik. آمين بارك الله فيك. Amin, merci. Alors, cette interview, on l'a composée en plusieurs blocs. Alors, je vais, dans un premier temps, détailler le sommaire, justement, de cet échange, afin que vous ayez, vous aussi, une petite idée de la feuille de route. Et puis ensuite, on enchaînera avec les premières questions. Donc, on va aborder votre parcours personnel dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va parler de la fédération et de votre bilan depuis que vous êtes à la tête donc de la FRMF. Ensuite, on abordera le volet de la formation, le merchandising aussi un petit peu. On va parler de la politique de la fédération et puis du royaume de manière générale sur le continent africain et à l'échelle internationale de manière plus globale. On parlera un petit peu de Botola et puis en dernier lieu, bien sûr, l'actualité de l'équipe nationale avec cette qualification à la Coupe du Monde qui nous a tous rendus très heureux. Donc déjà, merci beaucoup pour les travaux, comme on dit chez nous. Merci. Deux qualifications consécutives à la Coupe du Monde. Je pense que c'est important de commencer par ça. Vous remercier pour votre travail et puis vous dire que pour ceux qui suivent cette sélection depuis un moment, on sait à quel point c'est compliqué sur le continent africain de réaliser une telle prouesse et on reconnaît la valeur de tout ce que vous avez fait pour l'équipe nationale, Monsieur Lerja. C'est avec plaisir. En tout cas, c'est un devoir de participer modestement donc à installer la joie et la fierté chez toutes les Marocaines et les Marocains qui suivent l'équipe nationale, fans de leur équipe nationale. Effectivement, durant toute l'histoire, bien sûr, c'est la sixième fois à laquelle l'équipe nationale participe à une Coupe du Monde. Et on a pu effectivement réaliser deux de suite et successivement, donc après la Russie. C'était véritablement capital d'aller dans cette Coupe du Monde une deuxième fois successive. D'une part, sur le plan footballistique, parce que on a une bonne partie de l'équipe qui ont déjà participé à la Russie, et donc ce qui nous permettra de capitaliser sur leur expérience. Vous savez parfaitement que la Coupe du Monde, ça se joue sur des détails, et donc l'expérience des joueurs et du groupe, d'une manière générale, est véritablement capitale. Donc, plus on a des joueurs qui participent, plus on a effectivement la possibilité de maîtriser ces détails. Donc, aujourd'hui, on a pas mal de joueurs qui ont participé à la Russie et ça va donc, ça fera du bien à notre équipe nationale. Évidemment, c'est le travail de tout un groupe, de tout le monde. C'est un travail qui dure 4 ans. Ce sont des qualificatifs, comme vous avez dit, très durs, parce que sur les 54 pays africains, il n'y a que 5 sièges pour la Coupe du Monde. Et donc, vous comprenez parfaitement bien la sélection et la sélectivité et la difficulté de la tâche. Donc, merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Merci aux spectateurs et au public marocain, que ce soit ceux qui ont été dans le stade ou ceux qui ont suivi l'équipe nationale, qui ont encouragé ce groupe de jeunes et qui a réussi finalement à faire plaisir à tous ces Marocains, à toutes ces Marocaines et ces Marocains. Et comme je l'ai dit au début, en tout cas pour nous, à la fédération, c'est un devoir de travailler dur pour effectivement participer modestement à l'installation de cette joie. Barakallahu fik pour cette première réponse. Alors, avant d'aborder justement l'actualité de l'équipe nationale, on va plutôt parler d'abord de votre parcours professionnel dans un premier temps. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans l'univers du football, pour ceux qui vous connaissent un petit peu moins bien? Est-ce que c'est un petit peu par accident ou est-ce que ça a toujours été une vocation et une envie personnelle de votre part? En tout cas, moi, natif de la ville de Berkane, et comme tous les jeunes, donc à mon jeune âge, j'ai pratiqué un peu de football, pas à la dimension professionnelle.
Et donc, exactement en l'an 2000, bien sûr, redevable vers cette ville et conjuguant un peu ma passion, qui était toujours le football, j'ai participé avec pas mal de collègues donc à la gestion de ce club, la RSB, la Renaissance sportive de Berkane. Et j'ai participé surtout à restructurer ce club et à mettre en place un plan de développement pour effectivement pour transiter d'une situation d'un club amateur qui était toujours qui n'était pas à l'abri des hauts et des bas. Donc il y avait des hauts, il y avait des bas, il y avait une participation à une finale de Coupe de Trône, il y avait des participations au championnat professionnel D1, mais par la suite il y avait des chutes pour jouer carrément en amateur. Et donc on a pu quand même mettre en place un plan de développement structuré, basé, réfléchi sur la durée, et ce qui a permis aujourd'hui effectivement d'avoir un club qui rivalise à l'échelle continentale et qui a sa place au niveau donc du puzzle et du football national. Et bien sûr, en travaillant dans cette sphère, donc en 2015, en tout cas mi-14 et 2015, parce qu'il y avait deux élections à la fédération, tout le monde se rappelle de cela. Les premières, ils étaient annulées parce qu'il fallait adapter les statuts. Donc, disons en 2015, donc j'ai commencé cette aventure qui s'inscrit parfaitement dans une logique de toujours de passion du football, mais aussi d'une personne qui essaye modestement de conjuguer les principes modernes de management à effectivement à la passion pour dégager des feuilles de route et tracer des chemins de développement bien réfléchis. Donc voilà d'une manière succincte ma liaison. Donc c'est une liaison très forte, c'est une corrélation parfaitement forte entre mon exercice, que ce soit au club ou à la fédération, ou maintenant à la CAF et à la FIFA, et avec ma passion qui est toujours le football. Je vous remercie, Sifo Zélerja, pour cette réponse. En fait, c'est très bien parce que vous avez anticipé en fait la question qu'on avait sur les ingrédients qui vous ont permis d'avoir cette réussite avec la RSB, sachant que le club est passé de la troisième division à la Botola. Donc, on va passer directement à la prochaine question. Voilà, j'imagine que cette réussite est celle qui vous a permis d'une certaine manière de prendre les rênes de la fédération en 2014. Quand vous arrivez à la tête de la fédération, quels ont été les gros chantiers que vous avez identifiés et quelle est la feuille de route que vous avez dégagée par la suite? On sait qu'à ce moment-là, la fédération, c'était un peu compliqué. Voilà, il y avait personne à la tête de la fédé un petit peu. C'était un peu, voilà, le brouillard. Donc voilà, c'est En fait, le football, comme tout système, ou comme tout écosystème, il obéit toujours à la logique managérielle triangulaire, c'est-à-dire basée sur des fondamentaux, à savoir, à mon sens, le premier fondamental qui est véritablement capital, c'est l'infrastructure. Parce que dans tout domaine, dans tout écosystème, dans toute politique, publique ou privée, que ce soit l'enseignement, la santé, la culture, le football, donc on a besoin d'un fondamental qui s'appelle l'infrastructure. C'est-à-dire, là où on doit, et quand je parle de l'infrastructure, c'est à différentes échelles et à différents niveaux. C'est-à-dire que on a besoin de l'infrastructure pour faire de la formation, on a besoin des centres donc de formation pour faire le sport-études, on a besoin de l'infrastructure pour que la masse, les amateurs puissent jouer correctement et convenablement et dégager quand même des élites. Et on a besoin, bien sûr, d'une infrastructure
d'élite qui permet le développement d'un football professionnel. Et quand je parle de l'infrastructure d'une manière générale, euh, je ne fais pas allusion seulement à la pratique footballistique, parce qu'avec l'infrastructure, tous les autres aspects, que ce soit de marketing ou de merchandising ou de vente des droits, etc., est corrélé. Vous ne pouvez pas aujourd'hui marketer votre produit football si vous ne disposez pas d'une infrastructure correcte. Vous ne pouvez pas attirer le monde économique si vous n'avez pas un espace où vous pouvez visualiser l'image d'une manière correcte et claire. Vous ne pouvez pas développer le football d'une manière générale avec avec l'introduction très forte de la technologie moderne aujourd'hui si vous ne disposez pas de cette infrastructure. Donc, le premier jalon ou le premier fondamental, c'est l'infrastructure. Évidemment, le deuxième axe de travail ou de management pour développer le système footballistique, c'est de mener une formation professionnelle à tous les niveaux. Quand je dis formation, tout d'abord, il faut commencer par la formation des formateurs. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de parler de l'amélioration du potentiel, parce que qu'est-ce qui se passe, ou quel était le constat au niveau du football marocain, si vous le permettez, c'est que à l'âge de 10 ans, on a un potentiel brut extraordinaire qui se dégage, mais ce potentiel brut, donc entre 10 ans et 20 ans, puisqu'il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de formation adaptée, donc il y a beaucoup de déperditions et on se retrouve avec des valeurs marginales de ce potentiel technique exprimé chez les garçons et les filles marocaines. Et donc, la formation des formateurs était un axe prioritaire. Secondo, il fallait quand même organiser que ces formateurs reviennent au club et aux équipes nationales différentes catégories, que ce soit féminine ou masculine ou football salle, dans toutes les catégories pour travailler d'une manière professionnelle. Et il faut dire que le couronnement de travail du développement de l'infra qu'on a réalisé au Maroc, alhamdoulilah, c'était le complexe Mohamed VI, avec l'appui de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste. Donc on a pu avoir l'un des meilleurs centres aujourd'hui au monde et qui intègre tous les paramètres de performance et qui nous a permis effectivement de mettre en œuvre ce chantier de la formation des formateurs d'une manière permanente, mais aussi de la réalisation de cette formation et de sa traduction sur le terrain avec les générations, que ce soit masculines et féminines, dans toutes les catégories et dans les différentes variantes du football, y compris le football salle et le football beach soccer. Et donc, après ce deuxième jalon, évidemment, il y a la gouvernance. La gouvernance, on a fait des choses extraordinaires. On s'est rendu compte que le système donc, de gestion du football marocain, qui est passé par plusieurs étapes. La dernière, c'était un management ou une gouvernance basée sur l'adhésion, les adhérents. Et il fallait donc améliorer cette étape puisqu'il a duré longtemps, il a atteint ses limites et il a consommé sa valeur endogène. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer les sociétés sportives pour gérer le football au niveau des clubs avec un management moderne, avec des procédures transparentes, ce qui augmentera l'attractivité du football marocain, ce qui permettra l'ancrage de ce football et de ce modèle sur le monde économique indispensable pour le développement du football et ce qui permettra aussi de gérer le football avec les meilleures manières de gouvernance et de management et de progresser très rapidement vers un professionnalisme capable de rivaliser donc les grands clubs continentaux et pourquoi pas à l'échelle mondiale. Donc ces chantiers
c'était la feuille de route avec toutes les ramifications, évidemment, de la fédération. Et il y a une chose véritablement capitale qu'il faut signaler, c'est que généralement au niveau du football, ou le football, c'est un domaine qui est généralement euh, qui se prête à l'échange verbal, à la discussion et par conséquent au diagnostic. Donc, on s'est rendu compte qu'on a perdu beaucoup de temps pour faire le diagnostic. Faire un bon diagnostic est une très bonne chose, c'est vrai, mais rester au niveau du diagnostic et ne pas poursuivre le process managériel par l'action et favoriser l'action est un handicap qui vide le process de tout sens. Et c'est comme ça qu'on a décidé volontairement donc de favoriser l'action aux dépens des éléments de diagnostic et on a commencé à dérouler les programmes, que ce soit du développement d'infra ou le développement de formation ou de restructuration ou de gouvernance au niveau des clubs. Je ne sais pas, est-ce que j'étais assez... Ah si, la réponse a été plus que complète, puisque vous avez répondu vous avez répondu à plusieurs, de notre question, sans le vouloir, mais c'est très bien aussi. Du coup, bah, on va passer J'essaie à d'être succinct un peu pour brasser toutes les questions, parce que sur ça, on peut rester des heures et des heures. Hein. non, mais vous avez bien raison et vous avez donné des détails qui sont très intéressants. Si on rentre un petit peu plus dans le détail concernant, la direction technique nationale, donc, dite la DTN, il y a différents axes de travaux qui ont été définis lorsque vous êtes arrivé, à savoir le développement de la pratique du football, la formation des cadres, et ensuite, le haut niveau avec les centres de formation ainsi que les centres fédéraux. La question, elle est simple: quel bilan est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Ben, aujourd'hui, si vous voulez le bilan sportif, durant les 6 ans de mon mandat, disons, ou les 7 ans, donc au niveau des clubs, donc chaque année, on a pratiquement chaque année gagné une Coupe africaine continentale et une Super Coupe continentale. Au niveau du football salle, on est allé 2 fois à la Coupe du Monde successivement. On a gagné 2 Coupes d'Afrique et on a joué même les quarts de finale au niveau de la dernière Coupe du Monde football salle. Au niveau du football masculin, on a aujourd'hui une équipe nationale A, bien sûr, qui part pour la 2e fois en Coupe du Monde. Mais le plus important, c'est que derrière ça, il y a une équipe locale qui a gagné 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, le CHAN. Et puis, on a des équipes nationales différentes catégories d'âge aujourd'hui qui rivalisent parfaitement bien et qui se vont conquérir les différentes compétitions continentales parce qu'il y a de la régularité. Vous savez, au niveau de la formation, le football est un phénomène générationnel. C'est-à-dire, quand vous préparez une catégorie, quand vous commencez à -15, il faut quand même quelques années pour que ces -15, moins de 15 ans, puissent jouer la compétition de moins de 21 ans et puis moins 23 ans. Tout ce travail qui a été initié, donc aujourd'hui, il y a la régularité du travail, de l'encadrement dans toutes les catégories. Et au niveau du football féminin, on a professionnalisé le championnat et aujourd'hui, on a toutes les catégories d'âge qui déjà rivalisent au niveau des compétitions africaines, mais aussi on aura la Coupe d'Afrique ici au Maroc le mois de juillet, Inch'Allah, et on fait tout pour que notre équipe nationale se qualifiera, Inch'Allah, pour la première fois de l'histoire du football marocain à la Coupe du Monde, puisque cette Coupe d'Afrique, qui aura lieu au Maroc du 4 juillet au 20, donc, est une Coupe d'Afrique qualificative pour la Coupe du Monde qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, évidemment, les résultats, disons, sont satisfaisants, mais la marge de progression, elle est énorme, elle est là. Ce qui est sûr, c'est que tous les ingrédients
ont été mis en place et la machine, elle est en marche pour que les équipes nationales dans toutes les catégories d'âge, féminines et masculines, auront le lead pour africain et participer aux Coupes du Monde prochaines, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci, Sifauzi. La question suivante, voilà, on parlait un peu de la DTN et de la formation. Au niveau de la DTN, plus précisément, depuis le départ d'Ozaine Roberts, comment la fédération elle s'est organisée et a-t-on des pistes pour le remplacer? Parce que depuis son départ, voilà, on est un peu veuf d'Oziane Roberts. Il y a personne à la tête de la DTN. Comment on s'est organisé vraiment et y a-t-il des pistes? Vous savez, le choix qu'on avait fait dès le départ, depuis 2015, c'est que l'écosystème ou le système football ne dépendra et ne dépend pas des personnes. Il faut enlever, on a fait disparaître cette dépendance et on a essayé d'institutionnaliser le travail. La DTN est un système, est une institution. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de la DTN, il y a plus de 80 personnes, sans compter les staffs des équipes nationales A et des équipes de A masculines et féminines. Il y a 5 personnes au niveau de chaque région qui travaillent tous les jours. Il y a un détecteur, il y a un chargé du football féminin, il y a un chargé donc des U15, etc. Il y a un travail qui se fait tous les jours. Il y a aujourd'hui un centre fédéral où il y a pratiquement 150 filles et garçons moins de 15 ans en sport-études qui travaillent tous les jours et qui participent au championnat régional. Ils sont des moins de 15 ans, mais ils participent à U17 et il y a du travail tous les jours. Donc, quand Robert c'est parti, évidemment, pour des choix personnels qui le concernent, la DTN a continué de travailler. Le pilotage, on l'a donné, donc on a chargé Fthi Jamal d'assurer ce pilotage en attendant. Aujourd'hui, euh, l'enjeu, c'est pas d'apporter ou de ramener un DTN une personne. Non, la DTN marocaine, on sait de quoi il a besoin. Il a besoin de la véritable valeur ajoutée, haute valeur ajoutée, technique et expérience et expertise de haut niveau. C'est ce qu'on essaie aujourd'hui de faire avec les collègues de la FIFA. Moi, personnellement, je suis en contact permanent avec Arsène Wenger pour que lui-même déjà dispense des formations en permanence ici au Maroc, mais aussi pour trouver un DTN de cette gamme et de cette catégorie, permettant une valeur ajoutée à la DTN et non pas de ramener un directeur technique parce que le système tel qu'il est aujourd'hui, il marche avec ses valeurs sans aucun problème. Donc, on comprend que la machine, elle est bien huilée, pour vulgariser un petit peu le propos et qu'il ne dépend pas d'une seule personne. Bon, déjà, c'est une information qui, je pense, plaira à pas mal de monde que de savoir bénéficier aujourd'hui au sein du football marocain de l'expertise de quelqu'un comme Arsène Wenger. Hem, alors, on constate, justement, puisqu'on parle de nom, la formation en cours de plusieurs anciens joueurs, Mortari, Youssouf Hadji, Jawad Zaïri actuellement au quotidien sont présents, à Marmora. Vous avez cité effectivement tout à l'heure la formation des cadres en continu au sein de ce complexe et c'est en cela, un des avantages que cet établissement peut apporter. Quel rôle est-ce qu'ils pourraient jouer à l'avenir tous ces gens? Bah, c'est un rôle capital, fondamental, parce que leur niche naturelle, ce sont les terrains et les stades de football. Et évidemment, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les accompagner dans des systèmes très rapides, ce qu'on a dénommé fast formation, rapide, raccourci dans le temps, riche en contenu, leur permettant effectivement d'aller dans les régions, dans les clubs, pour les catégories de jeunes, exprimer leur potentiel d'encadrement, encadrer, participer à la construction de cette pyramide footballistique qu'on veut tous et toutes capables de rivaliser donc à l'échelle internationale. Et donc,
Moi, personnellement, j'ai rencontré ces joueurs parce que j'ai l'occasion de partir souvent au complexe, de voir. Donc, eux déjà, leur motivation, elle est énorme. Leur ambition est énorme, c'est normal, parce que euh, tous ils étaient de grands joueurs. Et maintenant, c'est à eux de prouver qu'ils pourraient être de grands entraîneurs. Alors justement, juste avant, je te coupe un peu la parole, Sofiane, avant que tu abordes la prochaine question. Concernant, la formation que vous avez évoquée et puis toutes ces formations qui sont dispensées au sein du complexe Marmora, c'est une question, qui me vient un petit peu, à l'esprit, tout de suite. À qui est-ce que sont accessibles ces formations? On sait qu'il y a des besoins énormes sur le plan national au Maroc. Alors peut-être qu'on ne va pas former, toute une bagatelle d'entraîneurs professionnels, mais est-ce qu'au niveau amateur, il n'y a pas des besoins qui justifieraient justement que le complexe de Marmora puisse permettre à un grand nombre de gens de se former justement, à des fonctions footballistiques. Ben, exactement, parce que c'est pas la formation des anciens joueurs, c'est pas la seule, et les formations CAF Pro et les instructeurs CAF, c'est pas les seules formations. Il y a plusieurs formations dispensées pour avoir le diplôme C, B, et ce sont effectivement des entraîneurs censés débuter leur carrière d'entraîneur et d'aller. Et ce sont des formations qui ont été faites d'une manière fréquente et permettant d'avoir un grand nombre de formateurs. Et en plus de cela, donc, plusieurs formations ont été dispensées au niveau des ligues régionales. Il ne faut pas oublier qu'on est organisé en 12 ligues régionales. Et dans ces ligues, donc les instructeurs se sont déplacés. Ils ont animé des formations, des modules pendant des semaines à des entraîneurs, à des encadrants qui entament leur carrière en leur livrant effectivement des formations et des diplômes leur permettant d'accéder à ce domaine. Monsieur Lerja, vous avez évoqué plusieurs fois le football féminin. Voilà, il y a beaucoup de moyens qui ont été consentis, hein. On va pas se mentir avec l'arrivée, par exemple, de Reynald Pedros, qui est le sélectionneur aujourd'hui des féminines, qui a été élu, si je me trompe pas, 2 fois meilleur coach de l'année. Quelles sont les retombées positives pour le football marocain? Voilà, ça fait quelques temps que le football marocain vraiment est en pleine expansion, hein. Donc voilà, quelles sont les retombées? Ben, aujourd'hui, on joue des championnats, déjà comme je vous ai dit, D1 et D2 professionnels. C'est-à-dire, nos filles aujourd'hui ont des contrats professionnels et la fédération se charge même de virer donc leur salaire, bien qu'ils ne soient pas de gros salaires, mais directement dans leur compte bancaire. Et deuxièmement, ça nous a permis effectivement de commencer les championnats régionaux et nationaux de toutes les catégories d'âge, ce qui a enrichi donc l'assiette. Et puis, il y a un engouement extraordinaire par rapport donc à la création de clubs, à la restructuration de clubs, à l'arrivée de filles qui aujourd'hui se voient pratiquer le football dans des conditions et des normes donc correctes et qui sont à l'abri de tout dérapage possible. Et par rapport à, bien sûr, à Pedros, il a la charge de piloter l'équipe nationale A, mais aussi les autres équipes nationales d'autres catégories d'âge. Et je peux vous dire que déjà, son arrivée a permis donc à plusieurs filles binationales d'intégrer l'équipe nationale. Aujourd'hui, l'équipe nationale A, il est en stage. Il jouera la Gambie demain et dans 4 jours le Ghana, ici à Rabat même. Et j'ai vu qu'il y a un mix extraordinaire des filles de partout qui ont intégré l'équipe nationale avec un enthousiasme, une fierté énorme. Et tout cela, bien sûr, permettra, comme j'ai dit, à l'équipe nationale d'évoluer, au football féminin d'évoluer. Il faut que l'équipe nationale A serve de locomotive. L'occasion sera la Coupe d'Afrique qualificative pour la Coupe du Monde. Et personnellement, c'est un challenge personnel, c'est de qualifier l'équipe nationale féminine pour la première fois à la Coupe du Monde en Australie. Et ça sera, Inch'Allah, une année du mondial, et pour les masculins et pour les féminines, Inch'Allah.
Inch'Allah. Barakallahu fik. Alors, vous avez abordé tout à l'heure la question du complexe sportif de Marmora. On a évoqué justement l'apport que ça peut avoir sur le plan de la formation des cadres. Quels sont les autres avantages que de disposer d'un tel complexe aujourd'hui au Maroc? Bah, aujourd'hui, vous savez, la capacité du complexe Mohamed VI à Rabat, elle est de 480 lits. Et je peux vous dire qu'on est déjà dans une extension parce que depuis l'ouverture, depuis l'inauguration par Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, donc on est tout le temps au plein, c'est-à-dire à tout moment, il y a des centaines de filles, différentes catégories, et de garçons, et d'arbitres, et de formats, et d'entraîneurs. Il y a du travail quotidien et par centaines, ce qui assure une activité en permanence d'élite, d'excellence, dans des conditions de performance et où le détail est maîtrisé au niveau du football. Aujourd'hui, on n'est pas dans un travail qu'on doit compléter par ailleurs avec des niveaux de détail ou des mesures, etc. Tout est sur place, tout est intégré et ça donne donc l'opportunité à tout le monde de travailler d'une manière continue et d'une manière professionnelle et il y aura beaucoup de retombées positives sur le football national, sur le niveau des équipes nationales, sur le niveau du football national d'une manière générale. Alors, si je peux détailler un petit peu plus la question, vous avez abordé aussi tout à l'heure les centres fédéraux. Aujourd'hui, on a combien de centres fédéraux au Maroc et où est-ce qu'ils se situent? J'ai ouï dire de celui qui vient d'être inauguré, si je ne dis pas de bêtises, à Sadia. Ouais, Saïdia, il est inauguré. Dans 2 mois, on va inaugurer le centre fédéral à Bni Mellel. Dans 6 mois, on va inaugurer le troisième à Laayoune. C'est la question que je voulais aborder. Le Sahara, où est-ce qu'on en est? À Laayoune, on va inaugurer le centre, Inch'Allah, dans 6 mois. Il est en travaux. Il y a, juste après Laayoune, donc il y a le centre de la région de Marrakech qui sera et qu'on a développé avec le partenariat avec l'OCP qui sera inauguré à Ben Gurir. Et on continue pour doter chaque région d'un centre fédéral en miniature. C'est pour vous donner une idée claire. C'est sur une superficie d'à peu près 5 hectares et demi à 6 hectares. Et donc, où il y a 5-6 pelouses, des capacités de logement de 150, des centres médicaux, et donc toutes les possibilités. C'est un complexe Mohamed VI en miniature. Barakallahu Donc, fik. ne vous inquiétez pas, le Sahara, il est doté. Laayoune, il sera le troisième centre à inaugurer, Inch'Allah. Et le plus beau dans ces centres, c'est que même les aspects architecturaux de la région sont pris en considération. Et celui de Laayoune, il répond à l'architecture régionale, la civilisation hassani, et ce sera une fierté pour la région du Sahara et les jeunes. Eh bien, vous m'envoyez ravi en tant que Sahraoui. Bon, je suis d'un petit peu plus haut, je suis de Guilbé, mais puis surtout, je pense que ça a dû être constaté au niveau de la fédération aussi, qu'il y a peut-être un désenclavement à faire au niveau du football dans le sud. Euh, Beaucoup de talents, je pense, qui n'ont peut-être pas l'opportunité de rejoindre des clubs ou de rejoindre des structures formatrices plus haut dans le nord. Donc, c'est un centre qui, à mon avis, aura une grande utilité pour le football marocain. Mais permettez-moi de vous dire que l'un des premiers stades sur lesquels on a travaillé, c'était Cheikh Laghdaf Al Ayoun, et sa mise à niveau donc a été entamée dès le départ, ce qui nous a permis donc de faire jouer une finale de la Coupe du Trône là-bas entre le MAS et Safi. C'est le MAS qui était vainqueur de cette coupe de Trône, et on a entamé donc des travaux énormes au niveau des salles de football, et ce qui nous a permis d'organiser la Coupe d'Afrique il y a 1 an et demi à l'Ayout. Et c'était le Maroc, bien sûr, qui l'a remporté devant l'Égypte en finale. Donc l'Ayoun, aujourd'hui, donc au bout de ces quelques temps, on a pu déjà donc organiser une Coupe du Trône, une finale, ce n'est pas rien, et une Coupe d'Afrique du football salle. Et aujourd'hui, si on est sur un stade à Dakhla de 25 000 donc places assises, en normes, et ce qui nous permettra dans l'avenir
donc d'organiser encore des événements entre l'Ayoun et Dakhla, Inch'Allah. Inch'Allah. On va Donc je passer sur vous le invite côté. en tant que quelqu'un de Guelmim à l'inauguration de l'Ayoun, Inch'Allah, du Bidnillah, centre de vous l'Ayoun. pouvez, vous pouvez compter sur moi, je serai présent, Inch'Allah, et Ahyana Moulana. Ok. Merci. On va passer sur le côté un peu plus merchandising. Et, euh, je vais vous demander, Monsieur Fawzi, si à Marmora, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la construction du musée du football marocain? En fait, l'idée du musée, c'est une idée qui est là depuis plusieurs années. Parce que aujourd'hui, on n'a pas d'espace qui retrace la mémoire du football marocain. Cette mémoire que, comme vous le savez parfaitement bien, très riche, des gloires, des événements. Et donc, le projet, en fait, c'est le projet parce que la fédération, en 2015, on a pu donc acheter un siège en plein centre de Rabat. Et on s'est dit, puisqu'il y a, avec l'inauguration du complexe, ça serait utile de rassembler l'administration avec le technique et d'avoir un complexe intégré du football. Donc on a cédé effectivement le siège en plein centre. Avec son produit, on a pu construire un beau siège de la fédération et des ligues, toutes les ligues, la ligue professionnelle, la ligue amateur et la ligue de football féminin, et en rez-de-chaussée qui fait plus de 2000 mètres carrés. Donc, il était conçu pour un musée du football et sur lequel, donc, par rapport au contenu, on a mis en place depuis 1 an et demi un comité scientifique regroupant toutes les personnalités donc, au royaume et on a travaillé. Aujourd'hui, tout est prêt. Ce siège, Inch'Allah, sera livré dans 2 mois, fin du mois de mai, et le musée qui sera open donc aux Marocains et qui vont voir sur place et d'une manière palpable leur histoire footballistique, leur gloire, leur fierté, leur moment de fierté, etc. Et dans ce même musée, donc on a consacré un espace très sympathique pour la boutique donc de l'équipe nationale où on va pour la première fois développer effectivement le merchandising des équipements de l'équipe nationale, que ce soit physiquement sur place ou par Internet. Et par rapport à cela, et je suis conscient de toutes les problématiques qui ont accompagné donc, ou qu'ont trouvé rencontré les spectateurs et les fans marocains lors de la dernière Coupe du Monde donc en Russie par rapport aux tenues, etc. On est en train de discuter, de négocier avec Puma pour même donc la mise en place de réseaux d'un certain nombre de boutiques à l'international permettant à tous les fans, à toutes les Marocaines, à tous les Marocains au niveau de tous les pays donc de disposer et d'avoir ce matériel et ces équipements à leur disposition et bien sûr à des prix compétitifs et corrects. Alors, encore une fois, vous avez parfaitement répondu à la question, puisque vous avez répondu à celle d'après qui concernait les équipements. Donc, c'est déjà une très bonne nouvelle que les réseaux de distribution vont être travaillés, voire discutés en tout cas avec le fournisseur officiel Puma. Est-ce que la mise en place d'une boutique en ligne, par exemple, est aussi envisageable? Oui, oui, ce sera le cas. Donc la boutique au complexe sportif au musée, et donc il assurera et la vente physique, mais aussi la vente en ligne, avec des livraisons, etc. Tout est réfléchi et sera mis en place. Entendu. Alors, puisqu'on parle de mise en place, on est à l'aube du mondial 2022 auquel on s'est qualifié, alhamdoulilah. Est-ce que Alhamdulillah. la fédération compte mettre en place des solutions de billetterie et de voyage pour les supporters marocains? Parce que ça nous est énormément demandé. Et lorsqu'on s'est un petit peu intéressé au processus qui est mis en place par le Qatar pour pouvoir accéder à cette billetterie et à la Coupe du Monde de manière plus générale, euh, je pense qu'il y a, il y a quelque chose à faire de la part de la fédération pour faciliter les séjours aux supporters marocains. Est-ce que une réflexion dans ce sens est engagée? Ouais, depuis déjà quelques jours et depuis la qualification, donc on a pris contact avec la compagnie nationale Royal Air Maroc.
et qui est avec la compagnie qatari pour effectivement, et avec l'ONMT, l'organisme de tourisme, pour effectivement préparer des packs à tous les Marocains et toutes les Marocaines qui veulent venir de tout bord, donc assister au match de l'équipe nationale. Il y aura plusieurs catégories: assister au match et revenir, assister aux deux matchs et revenir, et aux trois matchs. Donc il y aura des packs variés. On est en train de travailler là-dessus avec nos amis qataris et avec les compagnies aériennes, avec les opérateurs du tourisme, pour mettre en place toutes les conditions nécessaires pour les passer aux supporters marocains, pour passer un séjour agréable au Qatar et soutenir avec l'équipe nationale ce séjour que je souhaite, Inch'Allah, qui sera le plus long possible, et on fera tout pour qu'il soit le plus long possible. Bah, c'est une très bonne nouvelle pour les supporters, hein. Comme a dit Mohamed, on a eu énormément de demandes et beaucoup de demandes ont été faites sur le site du côté du public marocain, hein, pour aller au Qatar. En parlant des supporters, on constate que le supporter marocain, il n'a pas forcément de champ dédié à l'équipe nationale. On l'a remarqué lors du match face au Congo. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de créer une cellule de travail qui rassemblerait l'ensemble des chefs d'ultra, des clubs, hein, marocains, afin de créer un groupe vraiment uni en fait, un groupe uni par rapport à l'équipe nationale? On le fera et on est en train de le faire. On a commencé timidement lors du dernier match avec le Congo, puisqu'on a chargé le- les, les responsables des clubs kazaouis donc de rentrer en contact avec leurs supporters. Mais par rapport au Qatar et à soutenir l'équipe nationale, on va développer quelque chose au niveau national et international de plus cohérent, plus efficace et plus organisé, Inch'Allah. Inch'Allah. On a parlé merchandising et de tous les axes de réflexion qui sont en cours. J'ai envie de poser une question qui est assez simple. Aujourd'hui, c'est quoi les principales sources de revenus de la Fédération royale marocaine de football? Ben, c'est principalement les droits télé. On a quand même un très bon revenu. On a les sponsors institutionnels. Et on a bien sûr le naming champion football. Et on a évidemment tous les sponsors. Ils sont presque au nombre de 30. Donc les sponsors, comme vous savez, premier degré, deuxième degré, etc. Et évidemment, les prize money qu'on tire à partir de nos participations, que ce soit championnat arabe, Coupe d'Afrique ou qualification à la Coupe du Monde. Merci pour la réponse. On va passer sur un volet un peu plus politique cette fois-ci et on va revenir un peu sur votre parcours. En 2017, vous aviez intégré le COMEX de la CAF et vous avez été nommé deuxième vice-président de la CAF. Puis en 2021, vous avez été élu au Conseil de la FIFA. Comment ces nominations ont joué un rôle actif pour le football marocain? Bah, écoutez, en tout cas, moi je pense que le positionnement actuel de la Fédération royale marocaine du football et du Maroc et du Royaume du Maroc au niveau de l'échiquier du football continental ou mondial, et c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est-à-dire l'absence de ces instances qui était un peu un phénomène anormal. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'institutionnaliser cette présence et encore une fois, de ne pas la corréler à une présence personnelle, de l'institutionnaliser via donc le travail au niveau des commissions, de la présence active et de la participation active au niveau de ces instances. Je peux vous dire aujourd'hui que au niveau de la CAF, la Fédération royale marocaine de football donc est un acteur majeur, de par déjà ses infrastructures, de par son rayonnement, de par ses structures, de par son développement, donc est un carrefour inévitable pour le devenir et le développement du football. Et au niveau mondial aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc, depuis 30 ans, il était déjà candidat pour organiser une Coupe du Monde. Et donc, bien sûr, à cela, on ajoute un peu la dose de relations qu'on essaie de développer, personnelle, avec et le président de la FIFA, Gianni Infantino, ou l'actuel président
la CAF, M. Mao Tsepe, et ça nous donne un positionnement, je dirais, pas loin de l'idéal pour tout d'abord que le football marocain assure sa présence au niveau de ses instances décisionnelles, mais aussi au niveau du rayonnement du royaume. Et troisièmement, comme je l'ai dit, d'être au cœur de l'évolution et de la décision du football et de son développement futur. Merci beaucoup pour cette, excusez-moi, pour cette réponse très détaillée quant à vos différentes missions, sur le plan footballistique. Vous avez d'autres missions puisque vous êtes aujourd'hui ministre délégué au budget, au sein du royaume, du Maroc et du gouvernement actuel. Comment est-ce que vous articulez justement votre travail? Comment est-ce que vous vous organisez pour pouvoir justement assurer toutes ces fonctions qui vous sont confiées? Ben avant, déjà, j'étais directeur du budget, donc au niveau Effectivement. du, au niveau de la charge et du volume, les choses n'ont pas trop changé. Mais en tout état de cause, il y a des principes simples sur lesquels on a toujours essayé d'aller vers l'avant, de trouver des équilibres. Le premier, c'est la délégation. Aujourd'hui, on a quand même, après la restructuration de la fédération, après, comme j'ai dit au départ, l'institutionnalisation des process, tout un chacun sait ce qu'il fait, du matin au soir. Et donc, on essaie d'éviter le maximum donc, des aspects opérationnels, on reste sur le pilotage, et ce qui permet de dégager effectivement des créneaux horaires pour conjuguer toutes ces fonctions. Et évidemment, bien sûr, il faut dégager un volume horaire conséquent de travail tous les jours, avec passion, avec ambition, avec amour de ce qu'on fait, et avec toujours des challenges pour aller vers l'avant. Aujourd'hui, Monsieur Lerja, on sait que vous avez un poste important au niveau de la CAF. Quelle est la situation actuelle à la CAF et quels sont les axes de travail au niveau africain? Ben, en tout cas, moi, je l'ai dit depuis quelque temps, euh, la CAF aujourd'hui doit subir une refonte dans la rupture. C'est-à-dire, je m'explique, au niveau déjà de l'infrastructure et de la formation, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est exactement ce qu'on a fait au Maroc il y a presque maintenant 6 ou 7 ans. Il faut qu'il y ait un plan Marshall de développement de l'infrastructure en Afrique. Et c'est pour cela qu'on a mis en place le programme du milliard de dollars dédié au développement de l'infrastructure et avec un mécanisme financier de levée d'argent et de remboursement sur une maturité de 30 ans, etc. Ça, c'est les détails techniques. Et deuxièmement, au niveau des compétitions, il faut qu'il y ait une refonte, une révision totale de nos compétitions pour permettre effectivement d'avoir des compétitions phares, bien vues au niveau mondial, et marketer mieux, et gagner plus d'argent, et pouvoir développer. Il est absurde aujourd'hui de jouer des compétitions de clubs déficitaires au club champion. C'est-à-dire, aujourd'hui, un club qui gagne la Coupe de la Confédération africaine perd de l'argent à la fin du cycle. Il ne gagne pas de l'argent. On ne peut pas développer le football comme ça. Et donc, c'est-à-dire les clubs jouent pour la notoriété. Et ça, c'est pas normal. Et ça ne permettra pas de développer des clubs africains capables de rivaliser en Coupe du Monde. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, vous pouvez le constater, les, coupes, les clubs africains au niveau des compétitions africaines, aux compétitions des Coupes du Monde, ils sortent toujours en premier tour. Et ça, c'est absurde, alors que le potentiel en Afrique, il est énorme. Vous pouvez le remarquer. Aujourd'hui, si vous prenez la Ligue française, la Ligue 1, il y a des centaines de joueurs africains. C'est-à-dire ce même Africain, quand il est dans un club français où le minimum de conditions sont réunies, il développe, il exprime un potentiel énorme. Et quand il est en Afrique, eh ben, il reste trop limité. Et deuxièmement, aujourd'hui, l'Afrique ne tire aucune valeur ajoutée de son potentiel footballistique. C'est-à-dire, aujourd'hui, un Sadio Mané qui coûte 200 millions d'euros, eh ben, Foot Génération n'a rien dans cette valeur ajoutée.
La valeur ajoutée, elle est partagée entre d'autres clubs. Troisièmement, aujourd'hui, au niveau du continent africain, il y a presque 500 millions d'euros qui sont payés pour avoir les droits télé des différents championnats qui se jouent en Europe pour voir les joueurs africains qui jouent là-bas. Alors que, donc c'est de la valeur exportée à la limite. Donc tout ce système du football africain, il faut le réfléchir. Il faut réfléchir son avenir d'une manière sereine, saine, avec sérénité, avec assurance et avec beaucoup d'expertise et de savoir. Loin des rivalités, loin de l'émotion des compétitions et loin du désir d'avoir le résultat. Il faut quand même prendre un peu de recul, mettre des task forces de réflexion qui réfléchiront à réformer ou à une refonte, comme j'ai dit, du football africain qui mérite 1000 fois mieux de ce qu'il y a aujourd'hui et qui mérite nettement plus, que ce soit au niveau des clubs, que ce soit au niveau de la jeunesse. Il ne faut pas oublier, le continent aujourd'hui, c'est un continent qui compte presque 1 milliard de population. C'est un continent très jeune. Il y a beaucoup de potentiel. Il est anormal à ce que ce potentiel, soit il est exporté en brut, soit qu'il reste au niveau du continent avec des marges très limitées, réduites de développement et d'expression du potentiel. Alors justement, puisqu'on aborde la question de la refonte du football, africain, on a entendu parler de ce projet de Super League. Comment est-ce que cette compétition est imaginée? Et est-ce que c'est une compétition qui viendra, écraser, pour dire les choses, de manière un petit peu facile, la Champions League? Ou est-ce que c'est une compétition qui se jouera parallèlement à la Champions League déjà existante? Non, non, il faut, la, la Super League n'écrasera rien, il ne détruira rien. La Super League, c'est un concept qu'il faut réfléchir pour apporter plus d'argent à tous les clubs champions en Afrique, mais avec une autre formulation, une autre définition de cette compétition, un autre marketing qui se jouera dans d'autres conditions avec un autre format. Je, je vous répondrai en posant une question simple. Pourquoi ces compétitions africaines, on est obligé de les garder figées pendant 50 ans? Toutes les choses évoluent de par ailleurs. Et le système football aussi, il est évolutif. Les compétitions européennes ont évolué. Et il y a d'autres compétitions qui ont été mises en place. Il y a aujourd'hui la Ligue des Nations. Donc, aujourd'hui, il faut, il faut, il faut s'écarter des préjugés, il faut s'écarter des jugements de valeur et concevoir des compétitions capables de faire évoluer tout le monde sans restriction, d'une manière, bien sûr, au prorata. Les bons deviendront trop bons, les moyens deviendront bons et les petits deviendront moyens. C'est ça la logique inclusive de réforme. Mais rester aujourd'hui, moi je vais vous dire aujourd'hui, un club de Madagascar aujourd'hui, quand il joue premier tour contre l'Ahli, qu'est-ce qu'il gagne? Il fait un déplacement en Égypte, il perd 200 000 dollars et il est éliminé par un score de 6-0. Est-ce que ça, c'est un développement du football au Madagascar? Est-ce que ça, on rend service à ce club de Madagascar? Donc, il faut trouver d'autres formes qui permettront à ce club de jouer plus de matchs, à gagner plus d'argent, ne pas en perdre. Et c'est ça ce qui permettra à ce club, sur 5 ou sur 10 ou sur 15 ans, de rivaliser les grands. Et entre-temps, les grands, en profitant des moyens, ils seront plus grands, capables d'aller en Coupe du Monde à 24 et de passer en demi-finale et en finale, pourquoi pas remporter cette Coupe du Monde. C'est ça la logique de réforme. Mais si on se dit la Coupe du Ligue va écraser ça ou ça, non, non. Moi, en tout état de cause, c'est pas comme ça que je conçois ces réformes. C'est pas mon point de vue. Et je ne pense pas que c'est un point de vue aujourd'hui qui est sur la table. On est dans des logiques d'évolution inclusive qui profitent à tout le monde et qui tirent le développement et le football africain vers l'avant. C'est bon?
Excellent, excellent. Vraiment complet, c'est excellent comme réponse. On va faire un petit flashback et revenir un peu à 2017. Voilà, il y a beaucoup de médisances qui ont été dites suite à la signature des conventions entre la Fédération marocaine de football et les autres fédérations du continent. Ouais. Que pouvez-vous répondre aux détracteurs qui voilà, disaient que c'était des belles paroles, que c'était pour avoir une place sur la place continentale au niveau du Maroc? D'accord. Euh, Si c'était le cas, en 2017, donc on a signé les conventions et on a eu la place. Donc pourquoi, il y a 2 mois, on a organisé des mini-coupes d'Afrique ici au Maroc pour les équipes nationales qui jouaient les qualificatifs à Marrakech, Agadir, Tanger. Tout le monde, on a mobilisé toutes les villes, tous les stades, et ça a été en 2021. Donc il n'y avait pas d'élection, non? Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de semaine où on ne reçoit pas une équipe nationale des jeunes au A du continent africain. Je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a la Gambie et le Ghana qui vont jouer contre l'équipe nationale A féminine. Pour nous, échanger ou développer dans une logique de complémentarité et d'une logique win-win avec les frères fédération, président de fédération africaine est une conviction, est une politique stratégique initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous, ce qu'on fait au niveau du football ne fait pas l'exception. Ce n'est pas une tache d'huile qui arrive dans un îlot. C'est un accompagnement d'une politique stratégique menée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Aujourd'hui, avec les instructions de Sa Majesté le roi, ce partenariat nous a permis de participer à la mise en place d'infrastructures de pelouse au Djibouti, au Burkina, au Niger, à Sao Tome, etc. Tout cela, on le continue. C'est une conviction. Nous, au Maroc, et moi, en tout état de cause, dans le domaine qui me concerne, et c'est la conviction des pouvoirs marocains, des pouvoirs aussi au Maroc, on ne fait pas, on ne fait pas de la collaboration ou de la coopération en attendant la contrepartie. On n'a pas de contrepartie à attendre. Notre positionnement au sein de la CAF est un droit juste de par l'histoire. Ben, on peut parler football. Le Maroc, il est parti en Coupe du Monde en 1970. Donc comment voulez-vous qu'aujourd'hui le truc... D'ailleurs, pour vous dire que lors du dernier congrès électif le mois de mars, il y a un an ici au Maroc, tout le monde, tous les candidats, il y avait 4 candidats, et tous les pays sont venus au Maroc, demander au Maroc de mener des médiations, des négociations pour assurer l'unité de l'Afrique et d'éviter toutes les divergences avant le congrès. Et chose qu'on avait faite avec brio. Est-ce qu'on a demandé une contrepartie par rapport à cela? Donc aujourd'hui, les détracteurs, moi je pense qu'ils sont dépassés, et de par leur savoir, et de par leur culture, et de par leur connaissance de la réalité. Le royaume du Maroc, il y a une politique stratégique, il y a des principes fondamentaux posés par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que le Dieu leur assiste. Donc tout le monde, tous les systèmes, toutes les politiques publiques suivent dans le même sens. Aujourd'hui, l'OCP, en menant des investissements au niveau de l'Afrique, il n'y a pas de contrepartie. Les télécoms, les banques, le secteur financier, les entreprises de PTP. Parce que nous, on croit que via les moyens endogènes ou la valeur intrinsèque du continent africain, on pourra faire mieux, on pourra se développer, et on pourra aller loin, et on pourra réussir ensemble, c'est-à-dire on croit à une réussite donc totale et complémentaire, et on est loin des esprits d'ego individuels qui cultivent les conjonctures et qui profitent des conjonctures
pour avoir des positionnements. D'ailleurs, cette logique, elle est éphémère. Moi, au départ, je vous ai parlé d'une logique et d'une présence institutionnelle euh, au niveau de ces instances pour que, effectivement, aller la main dans la main et contribuer modestement avec tous les collègues, toutes les patries, tous les pays, d'aller vers l'avant, assurer la prospérité de cette jeunesse africaine et développer le continent africain. Alors justement, C'est une bonne réponse aux détracteurs ou vous avez c'est une... On pouvait pas dire mieux. Mais Ah ouais, non, mais encore une c'était fois, parfait. vous m'avez emboîté le pas, hein, mais effectivement, hein, puisqu'on parle de détracteurs, comment est-ce que, comment est-ce qu'on vit en tant que dirigeant du football marocain et du football africain, ce sabotage constant en fait de certaines fédérations, voire de certaines nations, il faut le dire, contre les intérêts du football africain, du football marocain et parfois, parfois même de vos propres intérêts, puisque parfois c'est des attaques qui sont très personnelles. En tout état de cause, moi, vous voulez la vérité, je n'accorde aucune importance à ces attaques parce que je considère que qu'ils ne sont pas fondés, qu'ils n'ont aucun fondement. Et ce qui m'intéresse, c'est d'être mobilisé, concentré sur le travail et sur le développement et sur les valeurs. Et quand il y a des choses ou des propos qui s'écartent de toute logique d'ailleurs, parce que vous pouvez, vous pouvez concevoir, vous, que moi j'ai tout le temps pour faire un déplacement dans un autre pays et détruire la pelouse dans un stade de ce pays. Je Ça, vous cite un exemple. Je vous Non, cite mais un je suis exemple de désolé, mais ces c'est propos. tragique-comique. On va pas se gêner pour rire parce qu'au final, ça devient comique. Ouais, mais finalement, ce genre de propos, moi je pense que les suivre est une perte sèche du temps. Je préfère consacrer mon temps au travail et au développement et aux choses sérieuses pour aller vers l'avant. Très belle réponse, simple et concise. Sofiane, je te laisse prendre le lead. Merci Mohamed. Donc là, on va revenir un peu plus sur le côté football pur et dur. À propos des compétitions internationales, aujourd'hui, est-ce que le Maroc il se positionne sur une organisation prochaine d'une Coupe d'Afrique des Nations? Voilà, nous, quand on constate les avancées diplomatiques du Royaume, sur son intégrité territoriale aussi, est-ce qu'il est envisageable de voir l'équipe nationale disputer un match à l'Aïn, par exemple? On en a parlé tout à l'heure, mais voilà. On- Ça, c'est sûr que l'équipe nationale, en tout cas, l'équipe nationale jouera. D'ailleurs, il y a d'autres équipes nationales qui ont déjà joué à l'Aïon. L'équipe U20, avant de partir à Nouakchott jouer la Coupe d'Afrique, il a joué à l'Aïon. Et l'équipe nationale du football, ça l'a joué à l'Aïon. L'équipe nationale football A, il va jouer à l'Aïon. C'est notre, bien sûr, l'Aïon pour nous, c'est une ville comme toutes les villes marocaines. Et quand effectivement les conditions le permettront, on ne va pas hésiter une seconde pour le faire. Deuxièmement, aujourd'hui, nous, pour la Coupe d'Afrique, d'ailleurs avec nos amis de la Côte d'Ivoire, donc on leur a réitéré officiellement la mise à leur disposition de toute notre expertise, de tous nos moyens pour réussir leur CAN, leur prochain CAN. Et c'est un devoir envers un pays frère, ami, où la relation elle est presque fusionnelle, sinon fusionnelle. Et bien sûr, après cette Coupe d'Afrique, on verra les évolutions, on verra les candidatures, etc. Et on réagira en fonction de chaque circonstance. Alors justement, puisqu'on parle de Cannes d'Afrique, je suis obligé quand même d'évoquer cette rumeur qui a fait pas mal de bruit à un moment. Est-ce que le Maroc aujourd'hui se positionne pour remplacer la Guinée qui ne serait pas prête pour accueillir la compétition en 2025? Moi, je considère que ces rumeurs, ils ne sont pas loin des propos que vous avez cités tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'a même pas joué la prochaine CAN. On n'a même pas décidé de sa date définitive. Comment on peut se prononcer et comment on peut discuter d'une CAN qui logiquement se jouera dans 4 ou 5 ans? Ben, on ne peut pas maîtriser tout cela. Aujourd'hui, moi je vous ai dit, tout
été mobilisés au niveau du Royaume du Maroc, à côté de nos amis, de nos frères ivoiriens, pour réussir la prochaine CAN qui se déroulera logiquement dans un an. Après, en fonction des évolutions, quel sera le format des compétitions futures, le format mondial, le format continental, etc. Le Maroc, en tout état de cause, il a le Maroc pour organiser une Coupe d'Afrique ou un tournoi continental. D'ailleurs, on va organiser la Coupe d'Afrique des féminines et on en fera une très belle compétition africaine à la hauteur aussi de la Coupe masculine. On a candidaté pour organiser la Coupe d'Afrique U23. Le Maroc, aujourd'hui, n'a pas besoin d'investir dans l'infrastructure sportive pour organiser une coupe, mais on n'était jamais là et on ne sera jamais là pour effectivement profiter d'une situation d'un pays frère africain pour organiser quelque chose. Plutôt, on sera toujours, c'est notre principe, ce sont nos valeurs, d'être à côté de nos frères africains pour réussir leur coupe et l'organisation de leur tournoi. Et aujourd'hui, monsieur Lerja, est-ce que vous pouvez nous confirmer les informations qui circulent dans la presse et qui indiquent que Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné son feu vert pour une candidature potentielle du Maroc pour la Coupe du Monde 2030? Est-ce que Ouais. c'est vraiment des rumeurs? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que le projet est mis sur la table? Écoutez, tout ce qui concerne donc les instructions de Sa Majesté, ils font l'objet d'un communiqué du cabinet royal. Il n'y a pas place à la rumeur. Le jour où Sa Majesté, que Dieu l'assiste, donnera une instruction, il y aura un communiqué du cabinet royal à la portée et mis à la disposition de l'opinion publique et l'information sera sûre. Par rapport à cela, à part ça, tout ce qui se dit, c'est des interprétations et des points de vue personnels ou de groupe. On a un petit peu abordé tout à l'heure, la question du merchandising, de l'attractivité de cette sélection nationale. Enfin, Dans cette volonté d'attractivité justement, pourquoi est-ce que le Maroc ne joue pas régulièrement des grosses nations du football? C'est une question qui nous est, très souvent posée et je voulais vous donner l'occasion de justifier, de ce fait. oui, Est-ce que oui, vous avez entendu la question ou vous souhaitez que je la non, non, répète? non, non, s'il vous Alors plaît. alors je vous la répète sans problème. Donc je vous disais qu'on a abordé tout à l'heure la question de l'attractivité, l'attractivité, excusez-moi, du football marocain et de la sélection nationale de Ouais. manière, plus globale. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Maroc ne joue pas régulièrement des grosses nations du football, ne serait-ce qu'en amical? C'est une question qui est très souvent, posée par les supporters marocains et comme je vous le disais tout à l'heure, je souhaitais vous donner, la possibilité justement de justifier de tout cela. Ben, pendant 2 ans, si vous le permettez, on n'a eu que des dates FIFA dédiées aux qualificatifs de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde. On n'a pas eu une date FIFA. La seule potentielle prochaine, c'est celle de juin. Donc on pourra organiser 2 matchs. Et comme l'Europe sera donc engagée dans la Ligue des Nations, on est en train de chercher donc des équipes de l'Amérique latine. Et moi, je peux vous dire une confidence, quand on était au congrès de la FIFA avec Doha, avec mon ami, le président de la fédération brésilienne, on a convenu de jouer Maroc-Brésil dans les futurs temps. Et Ça, c'est une on n'a très belle aucun information. complexe. On n'a aucun complexe pour jouer les grandes nations parce qu'on estime que le Maroc est une grande nation du football. Et on n'a pas honte de le dire parce qu'on est 24e sur 211 fédérations mondiales. Grosse information. Merci Fauzi. On va passer, on va emboîter le pas pour pas trop vous garder. Il est déjà 1 heure chez nous. On va passer au volet de l'équipe nationale. Alhamdoulilah, aujourd'hui, notre billet pour le mondial, il est validé. Quels vont être les objectifs qui vont être donnés aux joueurs et au staff? Ben, écoutez, les objectifs sont clairs. Ils sont fixés par eux-mêmes. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas besoin de discussion, de réflexion pour fixer les objectifs. Le Maroc a participé donc 5 fois au niveau de la Coupe du Monde. Le meilleur résultat qu'on a réalisé, c'était en 86, c'était de passer en deuxième tour.
Ben, l'objectif est toujours de faire mieux. Vous êtes bien d'accord avec moi, et on ne peut pas aller à une Coupe du Monde en disant que notre objectif est de faire moins que ce qu'on avait fait par le passé. Maintenant, évidemment, il faut la Coupe du Monde, comme j'ai dit au départ, il se joue sur des détails. Il faut préparer ces détails. On a des atouts. Le meilleur et le plus important, c'est qu'on sera là pour la deuxième fois de suite. Et donc, on connaît les détails sur lesquels se joue une Coupe du Monde. Et tout le travail, toute l'organisation, toute la mobilisation sera faite. Et d'ailleurs, j'invite par l'occasion toutes les Marocaines et tous les Marocains d'être nombreux au Qatar. Je sais que ce sera le cas. On va jouer, on va montrer, démontrer à tout le monde qu'on va jouer pratiquement à domicile avec un public derrière l'équipe nationale et tout le monde sera mobilisé pour faire mieux. Puisqu'on parle de coupe du monde, quels sont, les enseignements, qui ont été tirés de l'aventure de 2018? Qu'est-ce qu'on va ajuster pour essayer de mieux faire? Bah, écoutez, le premier enseignement, je l'ai expliqué, quand une équipe nationale est absente pendant 20 ans par rapport à une compétition de la Coupe du Monde, et ça l'handicape déjà mentalement parce que la Coupe du Monde, c'est une préparation, c'est un détail, c'est une organisation, c'est un suivi, c'est une analyse d'avant, de détails. Et comme donc on avait perdu ces traditions et ces pratiques depuis 20 ans, donc on était handicapé. Et puis les joueurs aussi. Quand vous avez une génération qui n'avait pas donc l'occasion de faire une Coupe du Monde avant, c'est un handicap majeur, quel que soit son potentiel. Et le troisième enseignement, c'est que malheureusement, on a estimé que le premier match était le plus facile et on l'a perdu, je dirais. C'est là où on a perdu les 3 points anormalement. Et ben, on a essayé de rattraper par la suite contre le Portugal et l'Espagne. Malheureusement, ce n'était pas suffisant pour effectivement avoir un ticket en deuxième tour. Merci, c'est Fawzi. Par rapport à la qualification au mondial au Qatar, il y a eu une certaine agitation autour de l'équipe nationale. On a assisté à des scènes voilà, qui étaient vraiment honteuses après la qualification. Comment vous le vivez, vous, cette agitation? Ben, c'est une agitation tout à fait normale. Écoutez, par rapport à ce match, les 50 000 billets ont été vendus en 24 heures. Il y avait une demande de plus de 200-300 000 pour aller au stade. Et par rapport à une population de 50 000, avec l'émotion, etc., il est tout à fait normal d'avoir quelques agissements, quelques comportements en décalage. Le plus important, c'est que l'amour de l'équipe nationale est quelque chose d'ancré et que quand il s'agit du drapeau national et de l'équipe nationale, les choses sont indiscutables et inconditionnelles. Et donc, moi, personnellement, euh, ces agissements, je les considère comme cerise sur le gâteau. Entendu, monsieur Lerja. Alors, je vais vous poser une question pour trancher un petit peu dans le vif. Concernant le sélectionneur national Vahid Halilovic, est-ce que vous pouvez aujourd'hui confirmer votre soutien au sélectionneur et éteindre toute rumeur d'un départ avant la Coupe du Monde? Ben, écoutez, aujourd'hui, moi je l'ai dit, j'ai déjà répondu à cette question. Euh, Quand quelqu'un est en poste, est en fonction, on ne peut pas le laisser en fonction et lui dire on ne te soutient pas ou tu n'as pas le soutien. C'est une logique qui ne tient pas la route. C'est incohérent. Aujourd'hui, valeur de maintenant, Vahid, il a le soutien, mais l'équipe nationale ou le sort de l'équipe nationale, il n'est pas lié à Vahid ou à Fouzi Al-Qja ou à X ou à Y. L'équipe nationale doit disposer le jour J de la meilleure structure technique, du meilleur encadrement administratif, des meilleurs choix techniques et tactiques pour effectivement relever les défis et honorer et rendre les Marocains fiers. Par rapport à cet objectif, il y a un process. Le moment venu, la décision sera prise. Donc, mais rien n'est figé. On ne peut pas dire aujourd'hui
Vahid est indispensable, il est intouchable. Comme on ne peut pas dire que Fouzi Rja n'est pas. Ça, c'est pas normal dans le foot. Dans les systèmes de management, tout est dynamique. Le plus important aujourd'hui, on est qualifié, on n'est pas sous la pression, on n'a pas de vide, on a le temps, on discute, on réfléchit. Le plus important, comme j'ai dit, c'est d'arriver au jour J avec la meilleure manière et dans la meilleure situation pour honorer les 40 millions de Marocains et les rendre fiers de leur équipe nationale, et ils le méritent amplement. Merci Fawzi. Vous nous avez parlé beaucoup de management. Aujourd'hui, voilà, il y a des dossiers, on va dire, chauds avec des joueurs qui ne souhaitent pas ou qui ne souhaitent plus revenir en équipe nationale. Pour les citer, Hakim Ziyech par exemple ou Nosser Mazraoui. Est-ce qu'aujourd'hui des actions de médiation sont envisagées? Écoutez, moi je considère que Hakim Ziyech et Nosser Mazraoui sont deux joueurs de l'équipe nationale marocaine. Et ce sont deux Marocains qui, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, ils restent quand même Marocains et attachés à leur équipe nationale et à leur patrie. Ça, c'est le fondamental. Maintenant, dans un process qui dure des années, par rapport à un groupe de 50%, il y a quand même des malentendus, il y a des divergences qui émergent. Il faut suivre tout cela et dégager, prendre les décisions nécessaires et qui permettent, comme j'ai dit, à l'équipe nationale d'être, au groupe de l'équipe nationale, d'être dans le meilleur postulat possible. Aujourd'hui, personne ne peut nier le niveau de Hakim Ziyech ou de Mzraoui. Sont deux excellents joueurs, c'est pas moi qui va le dire, on va le confirmer, on va le discuter, ni personne d'ailleurs. Mais comme j'ai dit, dans un système, ça vous le savez, dans l'entreprise, dans l'administration, dans la famille, dans la société, un groupe de 50 personnes, quand il vit pendant des années, il y a toujours des problèmes qui surgissent. Il faut les corriger. On va les corriger avec la meilleure manière possible et la meilleure manière permettant à Hakim de regagner l'équipe nationale, à Mzraoui de regagner l'équipe nationale et à d'autres, parce que l'équipe nationale est un patrimoine de tous les Marocains. Alors, vous me tendez un petit peu à la perche, parce que vous dites à d'autres, effectivement. On a tous souvenir, je pense, de cet épisode lors de la CAN 2019 avec l'attaquant Abdelrazak Hamdallah. Heu, Quand on voit justement la répétition épisodique, j'ai envie de dire, d'incidents, tels que celui-ci, est-ce qu'il y a une réflexion aujourd'hui au sein de la fédération pour anticiper justement ce genre de problème à l'avenir et puis surtout résoudre, d'une manière beaucoup plus souple la gestion des égos qui parfois ne rentrent pas facilement dans le moule d'un sélectionneur ou d'une équipe de manière plus générale? Écoutez, en tout état de cause, l'équipe nationale, c'est pas un domaine de gestion des égos ou des caractères personnels. L'équipe nationale, c'est un espace d'expression du meilleur potentiel footballistique de tous les joueurs marocains, là où ils existent. Donc, partant de cette définition, le joueur, il a des obligations et des droits, comme le staff, que ce soit technique ou administratif, a des obligations et des droits. Et dans cette logique, évidemment, le problème de Hamdallah n'était jamais. C'est pas un problème d'anticipation. C'est pas le manque d'anticipation qui a créé. Je pense que c'est un problème d'ego, d'overdose d'ego, de part et d'autre, en tout état de cause. Moi, je peux vous garantir. Et d'ailleurs, moi, je n'ai jamais reproché à Hamdallah quoi que ce soit. Et j'ai toujours gardé de contact avec Hamdallah, que je considère un joueur marocain excellent, qui a du talent. Et bien sûr, le talent à lui seul ne suffit pas pour l'équipe nationale, mais le retour de Hamdallah et d'autres pour avoir la meilleure formule
Et la meilleure formulation ou le meilleur topo de l'équipe nationale en Coupe du Monde, c'est quelque chose qui aujourd'hui sur lequel on va travailler d'une manière continue. Merci Fawzi encore une fois. Une dernière question, hein, on va te libérer, on sait que tu as des obligations. Par rapport à la préparation à la Coupe du Monde, est-ce que aujourd'hui il y a des matchs amicaux qui sont programmés ou pas encore? Et est-ce qu'il y a des pistes des nations que vous avez visées? Alors, je vais juste compléter la question pour que vous puissiez répondre de manière un petit peu plus précise. Heu, Ici et là, on entend encore une fois un éventuel report de la CAN 2023 pour permettre de libérer justement, une fenêtre de matchs amicaux avant la coupe du monde pour les nations africaines qui sont qualifiées. Est-ce que, c'est une possibilité aujourd'hui? Et si c'est pas le cas, comment est-ce qu'on va s'organiser justement pour pouvoir, se préparer à ce mondial et contre qui surtout? Donc on attend la décision déjà de la CAF pour voir qu'est-ce qu'on va faire le mois de juin. Est-ce qu'on va jouer les 4 matchs ou les 2 matchs de qualificatif Coupe d'Afrique ou 0 match? Et par rapport à cela, donc en fonction de cela, bien sûr, il y a la fenêtre de juin et la fenêtre de septembre et la fenêtre d'avant Coupe du Monde. Et on est en train d'organiser des matchs, surtout avec des équipes semblables à celles qui se retrouvent dans notre groupe. Donc, bien sûr, on va essayer de trouver des équipes qui ne s'écartent pas trop du style de la Croatie et du Canada et de la Belgique. Et on va programmer les matchs nécessaires pour l'équipe nationale et préparer l'équipe nationale dans les meilleures conditions possibles. Barakallahu fik. Juste une dernière question, je vous la pose parce elle nous a été soufflée en dernier lieu, j'ai pas envie de l'oublier. Il y a beaucoup de rumeurs concernant les binationaux, de nombreux binationaux qui sont très talentueux, qui évoluent pour la plupart en Europe. Pour les nommer, on peut parler de Adli, des 2 Diop, pour ne citer qu'eux. Est-ce qu'il y a un travail aujourd'hui de la fédération pour justement attirer plus de binationaux, à l'aube justement Bien de sûr. cette coupe du monde 2022? Bien sûr. Et moi, je vous réitère le principe, parce que l'équipe nationale est un droit de tous les joueurs marocains là où ils évoluent. Donc, par rapport à Diop, on a eu des contacts et on continue à les avoir. Adli, pareil. Mohamed Chaw, moi-même, j'ai reçu sa mère ici à Rabat. Le contact est continu. Évidemment, il y a la volonté du joueur, il y a l'évolution du joueur au sein du club, il y a aussi la préparation psychologique du joueur. Ce sont autant de paramètres qu'on essaye de faciliter, de fluidifier. Et quand les conditions sont réunies pour l'intégration d'un joueur et pour qu'il intègre l'équipe nationale, comme c'était le cas de Zelzouli lors du dernier match, eh ben, on est toujours ravis. Les portes sont ouvertes. Ils sont en tout état de cause chez eux, dans leur pays. Ils portent les couleurs de leur pays. Parfait. Merci beaucoup monsieur Lerjar pour, cette interview que vous nous avez accordée ce soir.